Bonjour à tous, bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Plusieurs raffineries restent fermées ce matin, même si une a été dégagée à Fos-sur-Mer. L'essence commence à manquer dans les stations-service. Qu'est-ce que vous feriez à la place du gouvernement? Débloquer les raffineries. Par la force, le droit de grève, oui. Le droit de grève doit être respecté, c'est certain. Mais le droit de grève, c'est pas le droit de bloquer. Il y a aussi en face du droit de grève le droit de se transporter, le droit de se déplacer, le droit d'aller travailler. Donc oui, il faut débloquer les raffineries. Pour ça, il faut reconnaître le problème. Parce que moi, je suis frappée de voir que là, depuis 5 jours que ça dure, on a des membres du gouvernement, par exemple un ministre des Transports, qui font le tour des plateaux télé en expliquant que non, il n'y a pas de problème, il n'y en aura pas, il n'y a pas de pénurie. Écoutez, la pénurie, c'est quand un Français va dans une station-service et trouve pas d'essence. Alors elle peut être partielle, là elle n'est pas totale, c'est pas encore le blocage intégral, mais oui, ça s'appelle une pénurie. Donc il faut mettre un nom sur les choses et prendre des mesures. En 2010, la droite avait connu la même situation. Mais je ne vous dis pas que c'est particulier, ça arrive régulièrement. Mais il ne faut pas céder. Et pour ne pas céder, il faut avoir un pouvoir qui sait où il veut aller, qui est sûr d'où il veut aller. Moi, je pense qu'une des raisons de la situation actuelle, c'est qu'en fait, le pouvoir n'a pas su dire, alors surtout pas en 2012, mais même tout au long du quinquennat, n'a pas su dire où il voulait aller, n'a pas su le partager, et encore aujourd'hui, ne peut pas le dire clairement. Il nous fait passer un texte de loi qui est très creux. Dans la loi El Khomri, il n'y a presque rien, avec un outil, une espèce d'arme constitutionnelle atomique qu'est le 49.3. Donc il envoie des signaux qui ne sont pas complètement cohérents. Et puis en face, eh bien j'allais dire le pays se bloque. Non, même pas. Parce que c'est ça le paradoxe de la situation quand même. On a des manifestations dans lesquelles il y a de moins en moins de personnes. On a des manifestations qui sont très minoritaires. En fait, elles sont relativement peu nombreuses et très violentes. Moins elles sont nombreuses, plus elles sont violentes. C'est peut-être lié d'ailleurs. Moins elles sont nombreuses, plus elles sont violentes. Mais en face de ça, il faudrait un pouvoir qui sait où il va. Et on a un pouvoir faible. Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment, comme Manuel Valls, qu'il y a une radicalisation de la CGT? Ce qui est certain, c'est que ces manifestations sont vraiment très minoritaires et moins elles sont importantes en nombre, plus elles sont violentes. Est-ce que c'est la CGT? Parfois, on aimerait être sûr que non. La CGT, ça a été un grand syndicat, la CGT, une grande organisation syndicale. C'est pas un groupuscule. Et on voudrait qu'il y ait en son sein des personnalités pour dire stop, pour dire c'est pas notre vocation. Mais bon, tout ce qu'on a entendu ces derniers jours, c'était pas forcément que la CGT. Vous voyez, moi j'étais. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ou pas une radicalisation de la CGT, selon vous? On a le sentiment qu'il y a une radicalisation, on a le sentiment qu'il y a la possibilité d'un glissement, en tout cas, et moi je le redis avec force. Vous voyez, autant, il y en a la famille politique qui dénonce régulièrement les syndicats, qui veulent qu'il n'y ait plus de syndicats, qui le disent plus ou moins explicitement, mais qui en fait ont ça quelque part comme projet, ou au moins comme rêve. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois qu'on a besoin de syndicats, on a besoin d'interlocuteurs. Mais pour ça, d'abord, il faut qu'on leur donne les moyens d'être véritablement représentatifs, qu'on les réforme. Et j'ai fait un certain nombre de propositions à cet égard. On a besoin de syndicats responsables. Et une grande organisation syndicale comme la CGT ne peut pas évoluer ne doit pas évoluer comme un groupuscule violent. C'est un problème majeur. Pour eux, ce n'est pas leur vocation. Pour les travailleurs qu'ils représentent, pour le pays. Si on reste un peu sur le sujet, quelques propositions. Moi, je crois par exemple qu'il faut arrêter le syndicalisme à vie. Il faudrait avoir un nombre de mandats syndicaux limité dans le temps. Et je fais la même proposition pour les politiques, au passage. Je pense que voilà, quand on représente des travailleurs, pouvoir faire des allers-retours avec le monde du travail, ça a du sens. Il faudrait pouvoir avoir des syndicats qui ne représentent pas que des intérêts, en quelque sorte, des syndicats qui, par exemple, puissent appliquer ce qu'on appelle le syndicalisme de service. Ça existe dans des pays voisins du nôtre. Le syndicat serait non seulement dans la défense d'un certain nombre d'intérêts, mais il pourrait aussi proposer aux travailleurs un certain nombre de services, d'assistance juridique, d'accompagnement à chacun dans sa vie personnelle, créer en quelque sorte une communauté de travail qui vous direz quel intérêt? L'intérêt, c'est que ça donne aux travailleurs d'autres motivations à adhérer, ça permet d'élargir la base syndicale. Et plus le syndicat a une base large, plus il est, je le crois, dans une attitude positive, dans une attitude qui ressemble aux réalités de la vie. La radicalisation, elle est liée au fait aussi qu'il y en a de moins en moins. Tout le monde le sait bien, tout le monde le comprend bien, même dans sa vie personnelle. Quand un groupe est de moins en moins nombreux, il se radicalise. Et est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir
un blocage du pays au printemps? Écoutez, non, moi je ne le souhaite pas, mais je trouve que l'attitude du gouvernement mériterait d'être clarifiée. Encore une fois, on a un mouvement qui est minoritaire, mais de plus en plus violent. Et puis en face de ça, un gouvernement qui parfois tape du poing sur la table. Alors ça, c'est toujours le rôle de Manuel Valls. Mais en même temps, on voit ses ministres dire non, non, c'est pas grave, il se passe rien. Et d'ailleurs, vous avez mal vu, il n'y a pas de queue devant les stations essence. Voilà, il faut réconcilier les deux discours et dire clairement où la France doit aller. Et moi, je crois que la France a besoin de très profondes transformations. Alors, les primaires de la droite, il y a 11 candidats, je crois. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui fera la différence, c'est les débats. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on y entre le plus vite possible. Et quelle est votre différence? Et alors, je vais vous le dire. Ce qui va faire la différence, j'insiste là-dessus, c'est les débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun court un peu dans son couloir. Chacun fait ses propositions. Bon, vous savez, de ce genre d'articles avec les propositions des uns et des autres, ne peut pas sortir grand-chose et surtout pas la vérité des tempéraments, de la méthode. Donc il y a un moment où il va falloir que ce soit des face-à-face, des débats collectifs, qu'on puisse véritablement comparer les choses. Moi, ce qui fera ma différence, c'est que je crois profondément qu'on a changé le monde et que les mesures qui sont proposées ici ou là, si elles sont justes, ce qu'on a pu faire par le passé en plus radical, pareil mais en un peu mieux, avec les mêmes catégories. C'est Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, et ça peut s'appliquer à beaucoup. Celles-là, ces mesures-là, elles seront insuffisantes. Je prends un exemple concret. Le monde du travail. On a des débats entre la droite et la gauche autour de la durée du temps de travail. Il y a ceux qui veulent passer des 35 aux 39 heures. Il y a la question du paiement des heures supplémentaires. Je ne dis pas que c'est sans intérêt, mais je pense que le fait majeur du monde du travail aujourd'hui, c'est l'émergence du travail indépendant. Et ça va être ça de plus en plus. Il y a un paradoxe d'ailleurs à voir une partie minoritaire de la jeunesse qui défile dans la rue en disant mais le CDI, on veut que ça puisse rester comme ci, comme ça. Mais pour la plupart d'entre eux, il ne leur sera pas proposé un CDI parce qu'ils arrivent dans un monde dans lequel le fait majeur, c'est l'émergence du travail indépendant. Moi, je propose un statut général du travailleur indépendant. Je propose qu'on réorganise toute la protection sociale pour intégrer ce fait majeur du monde du travail. L'économie des plateformes, la numérisation de l'économie, elle amène ça. Et faisons en sorte que ce soit des opportunités, tout simplement. Un mot sur l'Autriche. Le candidat d'extrême droite a failli gagner la présidentielle. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça pourrait arriver en France? Écoutez, ça m'inquiète d'abord parce que ça aurait été un symbole évidemment terrible, parce que ça s'inscrit dans un mouvement européen de montée des mouvements d'extrême droite ou des mouvements populistes. Naturellement, oui, à un moment, ça peut nous concerner. D'une certaine manière, ça nous concerne, élection après élection, quand on voit les sondages pour la prochaine. Ce que je veux dire, c'est que cette fois-là, qu'est-ce qui s'est passé en Autriche? Encore une fois, une mobilisation de tous ceux qui ne voulaient pas ce visage-là pour l'Autriche. Si les électeurs autrichiens avaient appliqué le ni-ni, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy, on se lave les mains, ça ne nous concerne pas, notre parti n'est plus représenté, et donc nous ne choisirons pas entre ces deux-là, on aurait un président autrichien d'extrême droite. On l'a évité, mais on l'a évité de peu. On l'a évité à 3000 voix. Et moi, ça me renforce aussi dans l'idée que dans ce mouvement de rejet, de colère, de déception, et on en voit d'autres formes en France aujourd'hui, 2017, c'est un peu la dernière chance. L'élection de la dernière chance pour montrer que le politique, oui, il peut faire quelque chose. Merci. Merci à vous.